Bonsoir chez vous, bienvenue dans cette émission Rendez-vous du soir, cette émission que vous avez l'habitude de suivre sur Canal Studio Satellitaire du lundi au vendredi à partir des 18h30, une émission qui tourne autour de l'actualité et aussi autour des faits sociaux. Aujourd'hui, il n'est pas encore à présenter, mais comme la pratique journalistique oblige, nous allons vous présenter Maître Henri Itoka, et il est président du parti politique congolais Télémanguenga. Bienvenue, bonsoir. Merci, bonsoir à tous nos spectateurs. Nous sommes là. Vous allez bien? C'est un plaisir d'être invité à cette chaîne. Il fait beau à l'intérieur ici, c'est un bon cadre. Très vivable, hein? Oui, vivable, et puis où il n'y a pas d'encombrement dans le studio. On a de l'espace. Félicitations aux tenanciers du chêne. Merci beaucoup, Maître Henri Itoka. Nous rappelons dire aux tenanciers de la chaîne. Aux tenanciers de la chaîne. Ok, voilà. Nous rappelons, Maître, aujourd'hui, comme l'accoutumée, quand vous venez chez nous, c'est pour tourner autour de l'actualité. Vous le savez bien, chers téléspectateurs, qu'il y a là une semaine que nous avons eu déjà le gouvernement Sama Lukonde 2. Aujourd'hui, ils ont tenu le premier conseil des ministres en présentiel avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Au moment où nous vous parlons, c'est d'ailleurs le cocktail et quelque chose de fin, débuté à partir de midi. Et le conseil, premier tout conseil des ministres, nous aurons des résolutions peut-être d'ici 19h30, 20h, parce que c'était à huis clos. La presse était juste entrée pour prendre les premières images, mais les débats en interne n'étaient pas prévus à la presse. Mais l'actualité nous impose de parler de ça, honorable Henri Itoka, des nouvelles têtes. Entre autres, Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe, qui, jadis avant, il était au cabinet, maintenant, vice-premier ministre en charge de l'économie. Est-ce que ce n'est pas une erreur de prendre quelqu'un comme Jean-Pierre Bemba, de reprendre quelqu'un comme Vital Kamerhe qui aujourd'hui, vous savez, avec le procès 100 jours, depuis qu'il a été nommé, la toile brûle, on en parle tous les jours, Botier Mutuoyo a sali X chose Y dans le gouvernement, en plus dans l'économie. On en parle. Oui, je vais être très réactif sur la question de l'intégration dans le gouvernement de 3 poids lourds de la politique congolaise, à savoir des chefs de grands regroupements politiques, son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre Jean-Pierre Bemba, qui, je rappelle, était mon président du parti, président national du MLC. Lorsque j'ai commencé ma politique à l'université de Kinshasa, j'étais coordonnateur de la jeunesse estudiantine du MLC. C'est ce qui a valu que je sois aligné comme candidat en 2006 aux élections provinciales que nous avons remportées avec impact, parce que en ce moment-là, le MLC était l'espoir pour la population entière par rapport à sa lutte, à son combat pour la libération de la République démocratique du Congo. Et je crois que Jean-Pierre Bemba, sénateur honoraire, aujourd'hui vice-premier ministre, à la défense, le choix est bon, parce que le chef de l'État, en tant qu'un véritable visionnaire, a retenu cet enfant de l'Équateur, ces fils du Congo, ces panafricanistes à la défense nationale. Et je crois qu'il va travailler pour la sécurité qui engraine notre pays, à l'est de la République, nord-sud Kivu, et bien aussi à l'ouest, dans le Bandundu, où nous avons la situation de Teke et Yaka, entre guillemets, et qui crée de l'insécurité
Et j'ai salué également l'entrée dans ce gouvernement. S'il vous plaît, honorable, je veux qu'on reste par individu. Je vais multiplier les questions par individu avant de parler des autres. On reste par l'individu Jean-Pierre Bemba. Vous saluez son entrée au gouvernement, mais il est traité de sanguinaire. Vous vous souvenez encore à l'époque où Kabila devait laisser le pouvoir, qui a fait que Bemba puisse aller aussi à ces pays, tout ce qu'il y a eu comme tuerie ici en province de Kinshasa. Vous pensez qu'aujourd'hui, ce ne sera pas un contrepoids pour le président Félix Antoine Tshisekedi, traité de sanguinaire, entre guillemets, selon la population congolaise, hein? Vous savez, nous sommes un pays à une forte densité, près de 100 millions d'habitants. Et si on doit réfléchir, donc il y a 100 millions d'avis sur des individus. Moi, je ne préfère pas parler des individus, j'aime parler plutôt du combat, des objectifs et des sociétaires qui sont autour du chef de l'État. Je crois que le MLC, c'est un parti politique qui a fait ses preuves des démocrates lorsqu'il a créé la mutation d'un mouvement politico-militaire à un mouvement politique. Et aujourd'hui, l'espace que gérait à son temps le MLC, et vous allez voir que c'était un espace qui était sécurisé, avec des hommes, des militaires bien disciplinés. Et je me rappelle aussi que le traitement ou la qualification péjorative qu'on attribue au sénateur et aujourd'hui vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, c'est à tort, d'autant plus que la justice internationale l'a interpellé, il a été jugé, il y a eu des enquêtes sur le plan international qui ont été menées et jusqu'à arriver au point de la relaxation sans condamnation. Ça veut tout dire. Ça veut dire que les enquêtes ont abouti à un non-lieu et c'est comme ça qu'il a été relaxé et il a la plénitude de jouir de ce droit civique en tant que citoyen libre. Et son choix au ministère de la Défense, c'est un choix bien justifié ou c'est par, bon voilà, il a été dans l'armée, tout ça. Est-ce qu'il pourra aussi aujourd'hui mettre fin à cette situation de l'Est avec l'agression du Rwanda? Je voulais rappeler ici que Jean-Pierre Bemba, son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, il est sorti de l'échec. C'est une université belge qui est réputée et par rapport à la formation multidimensionnelle de ses étudiants. Et aussi, le sénateur Jean-Pierre Bemba a une expérience politique avérée. Il a fait la rébellion, c'est-à-dire qu'il a eu à gérer un espace, il a eu à gérer une armée, et le MLC c'est parmi les groupes armés les plus efficaces que nous avons eus en 2004, en 2003, lorsqu'il y a eu les 1+4. Et je crois que Jean-Pierre Bemba aujourd'hui à la tête de la défense nationale, il va apporter son expertise pour que, comme il a fait avec les Hema et les Lendu, à l'époque, quand il était à la rébellion, je crois que c'était une grande histoire où il a réconcilié les deux peuples qui s'est entretués et ils ont enterré la hache de la guerre pour travailler ensemble et pour l'émergence de l'espace qu'ils occupaient. Et aujourd'hui, ce qu'il a connu comme parcours va profiter à la République. Et je crois que le chef de l'État ne s'est pas trompé parce qu'il a choisi une expertise qui est efficace et efficiente pour dénouer la question de l'insécurité en République démocratique du Congo, parce que avec son expérience, comme je le dis, il pourra être à l'écoute des hommes de troupes et leur remonter le moral. Il est, je le connais, je le sais, actif, et c'est un bagarreur et c'est un combattant parce qu'il était au front et il en sait quelque chose. Sanguinaire, je laisse à ceux qui le disent le choix et le privilège de le prouver. Et comme on dit en droit, une comité de probation, acteur une comité de probation. Donc moi, j'ai été avec le sénateur Jean-Pierre Bemba en tant que président national. Et dernièrement, nous nous sommes rencontrés à une réunion de l'Union sacrée. Et il m'a dit, Henri, je savais que tu vas atteindre ce niveau
tu es devenu président national d'un parti, et donc nous traiterons d'égal à égal au sein de l'Union Sacrée, lui en tant que président national du RSC, et moi, président national du Congolais Téléma Genga. C'est toujours un plaisir d'avoir quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez eu à travailler en politique, et qui émerge, et innocenté par la justice internationale. Je crois que la République doit utiliser son expertise. Est-ce qu'il peut faire peur au Rwanda, à Kagame? Il n'y a pas question de faire peur. Vu son parcours, je crois que le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, ne vient pas pour faire peur. Il vient pour une mission, et il a demandé à tous les Congolais, il l'a dit. Ici et maintenant, je voulais appeler à tous les Congolais de se joindre à moi pour que nous puissions défendre les territoires nationaux, les 2345 000 km² de notre pays. Il n'a pas à faire peur ni à la Tanzanie, ni à la Zambie, ni à l'Ouganda, ni au Rwanda. Tout ce qu'il a à faire, c'est de répondre aux besoins de la République. Et aujourd'hui, la République a besoin de la paix, de la sécurité, et il a besoin de l'intégrité territoriale. La République a besoin de la paix, de la sécurité, de l'intégrité nationale, territoriale aussi. Là, nous espérons, on vous entendrait dire qu'aujourd'hui, nous avons la personne qu'il faut, la place qu'il faut en ce qui concerne ce poste au niveau de la défense nationale. Parlons de M. Sanjour, Vital Kamerhe. Nous avons suivi le feuilleton à travers les médias pendant la période forte de Covid-19. Tous on était devant la chaîne nationale pour suivre le procès Sanjour. Avec ce qui s'est passé, nous le savons, on ne va pas revenir sur ça. M. Kamerhe revient, mais revient comme vice-premier ministre. Voilà, déjà, on vient de parler de Bemba, on a encore une grande personnalité, Vital Kamerhe. Pensez-vous au niveau économique, avec tout ce que la RDC est en train de vivre aujourd'hui du point de vue économique, Vital Kamerhe est la bonne personne? Et aussi, vous le savez bien, j'insiste sur l'aspect 100 jours parce que cet aspect 100 jours a aussi eu un poids économique. Vous savez, nous sommes sur un plateau prestigieux de cette chaîne. Il faut placer des mots justes à leur place parce qu'il ne faut pas être soupçonneux. Il faut éviter les procès d'intention. En droit, lorsque vous êtes poursuivi pour un fait infractionnel quelconque, il faut dire que jusqu'à ce que votre responsabilité pénale soit établie, vous bénéficiez de la présomption d'innocence. Les faits pour vous d'être détenu pour raison de bonne administration de la justice, pour éviter qu'il y ait des fuites possibles, pour éviter qu'il y ait de l'intoxication ou de biaiser la procédure judiciaire qu'on vous détienne en détention qu'on appelle des erreurs de détention préventive, ne fait pas de vous un repris de justice. Et ce qui est positif, c'est que nous sommes en train de vivre ici, exactement comme je l'ai toujours dit, la justice en application, un état de droit. On vous arrête, on vous juge et vous bénéficiez d'un acquittement par le fait que le contenu du dossier ne prouve pas suffisamment que vous êtes impliqué dans ces faits infractionnels pour lesquels le ministère public vous poursuit. Et le ministère public ne peut pas se dire gêné par le fait qu'il a arrêté quelqu'un et qu'après enquête, on l'a acquitté et il dit, bon, écoutez, j'ai fait un mauvais travail. Non. Le rôle du ministère public, c'est de rechercher les faits infractionnels, d'arrêter les infracteurs, de les conduire devant le juge et assurer qu'ils soient punis par le juge et qu'ils purgent leur peine. Mais ça, c'est la première façade. La deuxième façade peut s'avérer qu'on vous arrête, M. Popol, vous êtes déféré devant la justice, on vous juge, on trouve que le dossier est vide. Ça, ce n'est pas le premier qu'on va voir. Et cela ne peut pas empêcher la République d'utiliser l'expertise éloquente de M. Vital Kamerhe pour se servir de cette expertise dans le domaine de l'économie nationale. Vous savez, beaucoup de gens oublient. Avant le procès 100 jours, qui était Vital Kamerhe? Avant le procès 100 jours, quel rôle Vital Kamerhe a joué dans ce pays? Le nom qu'on l'a sobriqué, le pacificateur, c'était à quelle occasion? Vital Kamerhe, c'est un digne fils congolais. Il a travaillé pour la République, il a donné sa vie, il a donné toute sa jeunesse pour ce pays. Et aujourd'hui, le pays a besoin de lui. C'est un doctorant en économie. Il a les connaissances, il a travaillé dans la gestion de la chose publique. Il a été au point d'être président de l'Assemblée nationale, législateur.
il a été directeur de cabinet du chef de l'État, plusieurs fois ministre. Je crois que Vital Kamerhe, aujourd'hui, à la tête du ministère de l'économie, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il ne faut pas s'opposer à quelqu'un par le simple plaisir de s'opposer à lui, parce que sa tête ne vous plaît pas. Il faut regarder sur lui, n'est-ce pas, les connaissances qui le regorgent, parce que ça fait partie des potentialités dont la République a besoin pour sauver notre pays. Aujourd'hui, notre économie qui est très fragile, je crois que Vital Kamerhe, qui s'y connaît, il va se donner, il va mettre ce qu'il a en tête pour que nous puissions sortir de l'auberge. Et ce n'est pas facile, d'autant plus qu'il a du pain sur la planche avec les ignominies qu'on est en train de jeter sur lui. Et de l'autre côté, moi je pourrais que dire, monsieur Vital Kamerhe, vous êtes un patriote, vous êtes un Congolais, et le Congo à ce moment ici a besoin de vous. Les chiens aboient, la caravane passe, laissez parler les gens, faites votre travail et mettez-vous à l'œuvre pour que le chef de l'État puisse se justifier à bon escient, et vous lui mettez dans sa bouche des éléments de langage qui va aller dans le sens de rendre l'économie de notre pays plus forte qu'elle est fragile aujourd'hui, et pour industrialiser avec votre collègue le ministre Julien Paluku qui est à l'industrie, qui est en train de fournir des grands efforts pour que notre pays puisse être un pays industrialisé et donner de l'emploi aux jeunes. Tout ce que les gens disent, ils continueront à le dire, mais rassurez-vous que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, le fait que vous soyez vice-premier ministre à l'économie, ce n'est pas un fait d'hasard. Et je crois que Dieu a inspiré le chef de l'État pour que vous puissiez être là. Défiez maintenant ceux qui vous critiquent en faisant un travail éloquent. Est-ce que Vital Kamerhe ne pouvait pas être Premier ministre? Est-ce que le mettre comme vice-premier ministre n'est pas le réduire par rapport à ce qu'il a toujours eu comme, vous venez de le dire ici, un pacificateur, quelqu'un qui a joué un grand rôle dans le cabinet du chef de l'État, malgré ses problèmes de 100 jours où aujourd'hui il a été acquitté normalement? Est-ce que le retrouver sous Sama Lukonde n'est pas une humiliation? Mais écoutez, vous savez, Vital Kamerhe, c'est un monsieur qui est humble. À peine je le découvre, et depuis que nous étions à l'université, plusieurs fois il est venu animer des conférences sur la colline Inspirée. Nous avons découvert que c'est un homme de terrain, c'est un politique, c'est un monsieur qui est pragmatique. Et je crois que Vital Kamerhe, ce n'est pas quelqu'un qui se bat pour sa vie. Il aime donner le sens de sa vie, il aime donner un sens à sa vie, c'est de marquer l'histoire politique de notre pays. Et je crois que c'est un grand bagarreur, et je crois qu'il va s'en sortir. Et malgré que ses détracteurs sont en train de tout faire pour le fragiliser, c'est un monsieur qui a un moral très fort et un chrétien fervent de surcroît. Et vous avez vu comment est-ce qu'à chaque fois, il répétait que Dieu était juste. Vous savez, quand la justice vous arrête, vous libère, ça donne de l'assurance pour dire que lorsque vous êtes innocent, eh bien, la justice qui élève une nation va vous innocenter, et c'est là va vous donner le courage et la force de travailler pour la République. Voilà, ça veut dire être sous Sama Lukonde ne dérange en rien. Ça ne dérange pas, parce que je vous ai dit, quand on parle d'un chrétien, d'abord la première caractéristique d'un chrétien, c'est l'humilité. Et je crois que vous allez voir, il va donner sa collaboration. Parce que plusieurs fois, il a été cité Premier ministre, il devait être Premier ministre. Je crois que même leurs accords au début, c'était ça le poste aussi. Je me rappelle d'une phrase que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, avait lâchée lors d'une interview accordée par France 24. On lui a posé la question sur l'arrestation de son collaborateur immédiat, Vital Kamerhe. Il avait dit, je cite, je peux peut-être me tromper de mots, mais je donne l'idée. Il a dit qu'il croit en la justice congolaise, il croit que la justice va faire son travail, et il croit que Vital Kamerhe, tel que je le connais, c'est un monsieur correct, il sortira de cette prison et il va jouer un grand rôle pour la République démocratique du Congo. Le grand rôle, c'est vice-premier ministre. Parce que le pays a besoin de lui. Vous savez, jouer un grand rôle pour la République ne veut pas dire seulement être Premier ministre. Vous pouvez être bourgmestre d'une commune, mais vous jouez un rôle important pour votre pays. Je me rappelle d'un bourgmestre qui était à la commune de Kitambo, M. Lito Didier. Je me rappelle de M. le bourgmestre qui était à Massina, M. Toussaint Kapou. Vous savez que ce sont des gens qui ont travaillé dans des fonctions négligées, mais qui ont donné de la valeur à la fonction. J'ai été rapporteur à l'Assemblée provinciale de Kinshasa,
Et cette fonction a été ignorée depuis des lustres. Nous avons donné de la valeur, de la matière à ces fonctions. Et ceux qui sont venus après nous, ils ont trouvé les traces. Donc, là où vous êtes, que vous soyez pousse-pousseur, que vous soyez opérateur économique, que vous soyez opérateur politique, que vous soyez administrateur, que vous soyez Premier ministre, ministre ou président de la République, vous devez savoir que, premièrement, vous devez travailler non pas pour vous, pour la République, quel que soit le cas. Parce que les fonctions ne comptent pas, mais ce qui compte, c'est ce que nous donnons à la République avant de dire qu'est-ce que la République a fait de nous. Troisième personnalité, poids lourd, Nyamwisi. Est-ce que aussi il fera le poids par rapport à ce gouvernement Sama Lukonde II? Son Excellence Mboussa Nyamwisi, c'est un monsieur qui est très discret. Il est efficace parce qu'il a une grande communauté derrière lui qui la soutient. Cette communauté croit en lui. Et vous savez que le corridor de l'Est, Nord, Sud, Kivu, ce sont des gens qui ont été victimes des affres de la guerre. Et ils ont des icônes sur qui ils espèrent, sur qui ils croient et sur qui ils obtempèrent quand ils donnent des ordres. Je crois que l'approcher auprès du chef de l'État est un monsieur qui est courtois, ouvert et objectif. Je crois que à la décentralisation, je crois que le monsieur Mboussa Nyamwisi va apporter un plus pour que nous puissions avoir une république fortement décentralisée et que nous ayons un développement à partir de la base et certainement il va coaliser toute la population du Nord-Sud Kivu pour que, avec les autres notables du coin, pour qu'ils puissent adhérer à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et que nous puissions dire un jour que le Congo a gagné. Maître Henri Toka, c'est vrai que nous avons cité les trois grandes têtes qui ont fait les rentrées dans ce gouvernement Sama Lukonde II. Je sais aussi, si je vous pose cette question, je n'aurai pas la réponse directe. Vous êtes tellement politique, je me permets quand même de poser la question. Est-ce qu'il y a des têtes qu'il ne fallait pas reprendre dans ce nouveau gouvernement? Bon, vous savez, la composition d'un gouvernement, l'autre fois j'ai parlé ici au chef de l'État, je lui ai donné les critériums établis en Exode par la parole de Dieu, choisis des hommes capables. Des hommes capables, des hommes craignant Dieu, ennemis de la cupidité. Lorsque vous avez des gens comme ça, ils vont travailler pour la République parce qu'en fait, ils vont mettre dans leur cœur l'amour des autres, l'amour du patrie. Ce que nous disons dans notre parti, le patriotisme altruiste. Donc, si ces critères sont établis, aujourd'hui, il est très tôt de dire qui devait et qui ne devait pas être dans ce gouvernement, d'autant plus que le choix de ces membres du gouvernement a été fait de manière délibérée par la personne attitrée qui a une vision à défendre et qui est relevable devant la population. Il s'agit du chef de l'État. Mais il y a plusieurs qui sont reconduits, qui ont peut-être mal géré. Aujourd'hui, Serge Kondé qui part, qui a très mal géré le ministère des Sports, remplacé par Kabulo Mwana Kabulo, c'est à féliciter déjà parce qu'on a déploré aujourd'hui le comportement, la place ou cette façon de diriger les Serge Kondé. C'est une fierté de voir aujourd'hui un Serge Kondé qui part et qui refuse de faire la remise et reprise. Aujourd'hui, Kabulo Mwana Kabulo a fait sa remise et reprise aujourd'hui avec le secrétaire général au sport. Ce sont des personnes comme ça qui devaient quitter le gouvernement. Mais vous savez, hein, il faut que nous puissions quitter la culturation. Nous devons mettre dans notre tête que les animateurs des portefeuilles de l'État ne sont pas indispensables. Okay? En fait, c'est le système qui est mis en place qui doit être fonctionnel. Nous devons avoir une administration forte. Je sais, dans ce pays, il y a eu un gouvernement qui a été géré par des secrétaires généraux, par les hauts fonctionnaires. Nous savons, la Belgique, à une époque, n'avait pas de Premier ministre. Et c'était un gouvernement de hauts fonctionnaires de la République. Nous devons dépersonnaliser les débats politiques. Nous devons dépersonnaliser, nous ne devons pas personnaliser ce que je voulais dire, les fonctions étatiques. On doit, si quelqu'un trouve qu'il ne peut pas physiquement faire la remise de reprise, eh bien, Kabulo Mwana Kabulo, que je félicite en passant, parce que son choix a été une grande surprise et ça réjouit beaucoup de public sportif, parce qu'il était derrière la caméra. Il voyait ce qui s'est passé, il critiquait. Et aujourd'hui, nous avons la ferme assurance qu'aujourd'hui, lui-même placé comme ministre de Sport et Loisirs, il va mettre tous ses critiques au profit pour redorer l'image de sport dans notre pays et du loisir. Parce que
généralement, les gens qui viennent à la tête de ce ministère, ils s'occupent que du sport, ils oublient le loisir. Ce n'est pas en vain qu'on a intitulé ce ministère sport et loisirs, parce que entre le sport et le loisir, il n'y a qu'un trait d'union. Donc, s'il faut dire qu'il y a des gens qui devaient partir de ce gouvernement, il ne m'appartient pas à les apprécier, il appartient à ceux qui les a recrutés dans ce gouvernement, il s'agit du chef de l'État, qui les compte, qui connaît les dessous des cartes, et qui sait pour qu'il applique sa vision, il a besoin de celui-là ou de celui-là. Quand c'est qu'il parle les gens, peu importe ce que les gens pensent, je crois que s'il est tenu à sa vision, il peut reconduire qui il veut, il peut changer ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que celui qui a été remplacé est moins que celui qui vient de le remplacer. Et c'est question que chacun puisse jouer sa carte, sa partition du jeu, pour que la République gagne dans l'ensemble. Kaboulou Mouanawa Kaboulou, Palou Koujilou Didier Boudimou, Monsieur Tony Mouapa, tous ceux qui ont été maintenus, ils ne doivent pas se taper la poitrine pour dire que nous les méritons, les Guimando et consorts. Mais vous avez été reconduits, donner des éléments de langage qui justifient le fait de votre maintien. Et c'est à cela que nous allons vous applaudir, c'est à cela que nous allons vous dire, eh bien écoutez, parce que nous avons des problèmes. Et ce gouvernement doit s'attaquer à des problèmes cruciaux. Ici, je voulais saluer l'élévation de M. Marc Ekila comme ministre des Transports, des Communications et des Enclavements de la République démocratique du Congo. Je crois que il va faire ses preuves parce que c'est parmi les pragmatiques que nous avons dans notre pays. Nous n'avons pas de permis de conduire. C'est vraiment compliqué. Le pays a une crise des passeports. C'est très compliqué. Nous avons des problèmes de sécurité. Et j'ai salué l'arrivée de Peter Kazadi, qui a vécu à Kinshasa, qui a été victime de l'insécurité à Kinshasa. Et aujourd'hui, en tant que vice-premier ministre à l'Intérieur, il va travailler avec tout le monde pour que la sécurité puisse être garantie et que lorsque on voit un policier qu'on n'ait pas première tendance de fuir, mais plutôt de se confier à lui pour sa sécurité. Donc, tous ceux qui ont été maintenus, tous ceux qui ont été reconduits, ils doivent se dire, vous l'avez été pour servir la République. Si vous avez eu des critiques avant, faites pas faire votre travail pour que vous puissiez mériter mieux. Mais aujourd'hui, le Kwango, non partant du gouvernement, qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait très mal. Ça fait très mal. Et le Kwango, c'est une province très stratégique. J'ai toujours dit que le chef-lieu de la province du Kwango est parmi le chef-lieu des provinces le plus proche de la ville de Kinshasa. Il pourrait même être considéré comme la 25e commune de la ville de Kinshasa, qui est le chef-lieu de la République, donc la capitale. Mais lorsque on voit un gouvernement qui reprend les 26 provinces, mais le Kwango, 5 territoires, va se contenter d'un seul poste de vice-ministre de surcroît, j'ai dit que non, Monsieur le Président de la République, nous devons revoir cette façon de voir le Kwango parce que nous vous accompagnons, nous parlons de vous à l'intérieur du pays. Il ne faut pas que nous séchions à dire que voilà, les chefs de l'État ne nous considèrent pas. Il y a eu 2 gouvernements qui se sont suivis, Sama 1 et Sama 2, il n'y avait pas de Kwangolais. Et aujourd'hui, on évolue en mettant un vice-ministre. Je crois que le Kwango mérite mieux que ça. Et nous allons faire un caucus de la jeunesse congolaise parce que ce qui a été fait, c'est déjà fait. Il faut voir l'avenir. Il faut que le Congolais soit interpellé pour dire nous devons mettre autour du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, des personnes aguerries, comme on dit, des personnes capables d'arracher des fonctions, des responsabilités qui vont faire bénéficier au Congo son émergence et son développement. Je viens de lire sur les tweets aujourd'hui l'asphaltage et le bitumage de la route Saké Sud Kivu qui va relier les 2 Kivu. C'est une bonne nouvelle, mais c'est l'œuvre des autochtones. Ils travaillent pour leur province. Ils travaillent pour le désenclavement de leur province. Mais aujourd'hui, la province du Congo, une province très populaire, mais même à Kinshasa, qui a une forte population à Kinshasa, mais aujourd'hui, nous sommes sous-représentés aux côtés de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour quelles raisons? Nous allons le découvrir. D'ailleurs, c'est pour cela que nous avons invité, nous allons dans les jours à venir convoquer un colloque de toute la jeunesse, de la nouvelle génération politique du Congo, pour que nous puissions réfléchir comment nous devons accompagner le chef de l'État. Nous allons créer un lobby pour le voir, parler avec lui, lui donner nos assurances. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, nous allons continuer à soutenir le chef de l'État parce que nous allons faire de la différence au prochain mandat pour que nous puissions attirer son attention
vers le Congo. Parce que je vous dis, si le Congo se développe, il n'y a que 3 aspects qui peuvent faire développer le Congo. Et il aura un impact positif dans la vie de Kinshasa. En termes des infrastructures routières, en termes des frontières que nous partageons avec l'Angola, et en termes du changement de la situation et des conditions de vie de nos populations. Ici, vous nous montrez vraiment que le Congo est fortement, a une forte puissance au niveau aussi économique, mais vous avez épinglé là cet aspect lobbying. Qu'est-ce qui a manqué de faire ce lobbying bien avant? Qu'est-ce qui vous a empêché de le faire bien avant? Vous savez, nous, Congolais, nous sommes méticuleux, nous sommes respectueux de nos aînés. Et si nos aînés n'étaient pas là, je crois que nous n'allions pas faire, nous, la politique. Nous sommes très réservés. Nous, c'est la discipline, c'est la loyauté, c'est le respect au yaya, au papa. Et nous avons dit que, bon voilà, et nous sommes arrivés à la fin du mandat. On ne veut pas bousculer des gens. Et si il y a lieu d'échanger les fusils d'épaule, nous allons le faire. Et pour l'intérêt du Congo. Je crois que toute la jeunesse congolaise a crié lorsque ce gouvernement a été publié pour dire que nous sommes délaissés, nous sommes méconnus, nous sommes négligés, et nanani, nanana, et certains politiques voulaient récupérer, faire de la récupération pour dire que non, voilà, Félix ne vous considère pas, il ne vous donne rien, appuyez-moi, il peut vous donner. Je pense que je préfère être avec celui qui me donne un vice-ministère que d'appuyer celui qui me rassure, qui va me donner demain alors que je ne suis pas rassuré. Donc ce que nous devons faire, nous devons renforcer ce lobbying à côté de nos aînés, à côté de nos papas, pour que nous puissions obtenir ce que le Congo mérite plus mieux. Voilà, je pense que là, le président de la République, je pense que les services avisés vont attendre peut-être que ce lobbying se fasse. Peut-être ça va apporter beaucoup de choses. Peut-être que ce n'est pas seulement le gouvernement qui vous importe ou le gouvernement qui pourrait être un décollage pour le Congo dans plusieurs secteurs peut-être de la vie quotidienne ou la vie de la République démocratique du Congo pourra aussi faire en sorte que le Congo puisse apporter ce qu'il a comme richesse, comme potentialité. D'autant plus que le Congo, depuis le régime de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons eu la visite de 2 fois du Premier ministre, chef du gouvernement. Le Premier ministre Ilunkamba était chez nous au Congo, à Kenge, dans le territoire de Kenge, chef-lieu de la province. Le Premier Sessama est arrivé à Kenge pour lancer les travaux de 145 territoires. Et donc aujourd'hui, la première dame a visité la province du Congo. Il est arrivé jusqu'à Kenge. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons continuer à faire pression, bon, en fait, pression pas dans le sens péjoratif, hein, pression de manière à rappeler au chef de l'État son engagement pour que la province du Congo, même s'il n'a pas un membre du gouvernement, il y a beaucoup d'opportunités que nous pouvons avoir qui vont faire de manière à ce que nous puissions bénéficier, n'est-ce pas, de l'ouverture de nos routes qui enclavent les 5 territoires et qui peuvent, ces routes qui peuvent même nous mettre en frontière ouverte avec le pays frère, l'Angola, pour remonter un peu l'économie de notre province. Cette province que les gens croient qu'elle est pauvre, mais je vais vous surprendre, la province du Congo a tout et elle n'a jamais été exploitée. Nous avons tout ce qu'il faut. Toutes les provinces du Congo, de la République démocratique, comme je l'ai toujours dit, sont puissantes. Toutes ces provinces sont riches, et y compris la province du Congo. Il suffit d'avoir un bon management, il suffit d'avoir une bonne politique. Donc le Congo va se prendre la route. Vous parlez de bonne politique, vous parlez d'exploitation, mal exploitée, problème d'industrie peut-être. Aujourd'hui, la main-d'œuvre congolaise est faible dans plusieurs entreprises, des expatriés. Vous allez voir des Indiens, des Libanais, d'autres pays qui émergent ici, qui nous imposent aussi peut-être leur façon de faire les choses. Problème d'industrie. Vous avez eu à voyager pour le Canada. Vous êtes allé vous rendre compte de tout ce qui s'est fait là-bas pour que l'industrie congolaise puisse avoir aussi un pas de l'avant. Bilan un peu, essayez de faire un peu un bilan par rapport à l'industrie congolaise. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que cette pauvreté que vit la République démocratique du Congo face à sa jeunesse, c'est une question des personnes, question des stratégies? Quel est le problème? Vous êtes sorti du pays, dites-nous un peu qu'est-ce que vous avez remarqué qui pourra booster un peu les choses. Premièrement, je voulais remercier celui qui a fait que je puisse visiter le monde pour aller parler de l'industrie congolaise. Son Excellence Julien Paluku Kahongya, Excellence, sincère remerciement parce que vous êtes un véritable nationaliste. Je suis des Congo, des Kenge, et à le voir, Paluku Kahongya vient du Nord Kivu.
et il travaille avec un Congolais qu'il a découvert dans le travail, et il me confie des responsabilités au point d'aller parler dans un dîner organisé par la Chambre de commerce canadien qui a eu à son sein plusieurs pays du monde, pas seulement d'Afrique, bien que c'était une conférence bilatérale entre le Canada et l'Afrique. Nous sommes allés à Toronto, nous sommes allés défendre le drapeau de la République démocratique du Congo. Le ministre de l'Industrie nous a donné le mandat de le représenter et nous l'avons fait brillamment. Et je crois que les échos vous avez. Nous avons parlé devant une forte délégation venue de par le monde, de l'Afrique, des investisseurs qui sont attirés par la République démocratique du Congo. Et c'est là où j'ai découvert que je suis issu d'un pays qui est fort, un pays qui est envié par tout le monde, un pays qui est connu de tous, mais nous avons un seul problème qui nous bloque, c'est l'insécurité qu'on nous crée à tout moment que nous voulons avancer. Et nous avons donné le message pour dire le Congo aujourd'hui c'est un pays solution. Nous avons la plus grande forêt au monde aujourd'hui, après l'Amazonie, et cette forêt est en train de participer à l'équilibre climatique au monde. Nous devons bénéficier de cet aspect de choses, nous devons bénéficier de notre forêt. Et vous avez vu la découverte de tourbières à la forêt équatoriale. Aujourd'hui, avec le coltan, nous sommes le premier pays producteur du coltan, avec une réserve mondiale estimée à plus de 700 millions de tonnes de coltan. Et donc, la plus grande réserve du monde en coltan se trouve en République démocratique du Congo. Or, les coltans constituent les plus grands précurseurs dans la mutation énergétique dans le monde de ce qu'on appelle l'énergie verte. Aujourd'hui, le monde est en train de se tourner vers la création ou la fabrication de véhicules et de batteries électriques. Et nous, dans notre pays, nous avons la plus grande réserve de tous ces minéraux qui vont permettre que nous puissions obtenir des batteries et des véhicules électriques. Nous allons mettre en concurrence la Chine, nous allons mettre en concurrence les États-Unis, nous allons mettre en concurrence le Pologne, le Pologne, par le fait que la bourse aux États-Unis, en Chine et au Pologne est 3 fois plus chère qu'en République démocratique du Congo en ce qui concerne les batteries et les véhicules électriques. Et lorsque nous avons fait voir à la communauté des investisseurs qui étaient venus à Toronto, je suis rentré sans carte de visite parce que je n'en avais plus à donner et tout le monde voulait savoir comment faire pour venir. Aujourd'hui, le ministère de l'Industrie, à sa tête Julien Paluka-Onga, a organisé un accueil des investisseurs en créant des zones économiques spéciales pour faciliter, qui sont des mesures attractives pour faciliter, n'est-ce pas, aux investisseurs étrangers à venir s'installer dans notre pays. Cela donne quel impact? L'impact, c'est que nous aurons des produits qui seront produits, permettez-moi la redondance, parce qu'elle est nécessaire, des produits qui seront produits localement ici au Congo, qui seront exportés, et nous allons créer des réserves en devises étrangères. Nous n'aurons plus de problème de fluctuation de notre monnaie et notre économie va connaître une diversification, ce qui va donner à notre économie le fait de quitter, le fait qu'il soit une économie extériste pour qu'elle devienne une économie interne qui va profiter aux Congolais et qui va donner de l'emploi à la jeunesse congolaise. Donc je pense qu'il y a un autre rendez-vous qui est en vue, ça sera à Istanbul et à Dubaï. Je crois que son Excellence nous a encore renouvelé la confiance pour continuer ce travail. Nous sommes en train de vendre notre pays et c'est le moment donc pour que les porteurs de lumière puissent apporter la véritable version de la République démocratique du Congo qui a été longuement ternie de l'extérieur et suite au leadership de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je crois que nous allons nous mettre au travail sans attendre les avantages, mais plutôt d'abord amener les investisseurs pour qu'ils viennent. Résultat, au moment où nous vous parlons, il y a des investisseurs qui sont venus de Dubaï, qui étaient au Canada, qui ont été reçus au ministère de l'Industrie par les directeurs de cabinet et moi-même. Nous sommes en train de travailler pour qu'ils viennent s'installer ici dans le domaine de l'agriculture. Et donc là, c'est vraiment un pari gagné, quoi. Un pari gagné pour la République démocratique du Congo, c'est un dossier à suivre. Un mot par rapport à la signature accord cadre avec la Zambie. C'est dans le même ordre d'idée. Nous vous parlons des batteries et véhicules électriques. Pour ceux qui savent l'histoire
géologique de l'Afrique centrale. La République démocratique du Congo a sa partie nord-est vers le Katanga et consort. Nous partageons la frontière avec la Zambie. Et la Zambie et nous avons pratiquement le même minerai. Et nous avons estimé qu'il était donc possible que nous puissions joindre nos capitaux avec les deux pays sous le leadership de nos deux présidents de la République, des républiques, et que nous puissions avoir un marché commun entre la Zambie et la République démocratique du Congo pour installer une zone économique spéciale dans la frontière entre la Zambie et la RDC qui va essentiellement se baser sur la transformation des précurseurs minéraux plutôt, dans le secteur de l'énergie verte et donc la production des batteries et véhicules électriques. Et là, c'est une très bonne nouvelle parce que ce sont ce genre de coopération que nous devons avoir avec tous nos voisins, y compris même le Rwanda. Si le Rwanda doit comprendre que la RDC est une solution pour l'équilibre de son économie, le Rwanda doit faire taire les armes contre la RDC et chercher à faire comme les autres le font, comme la Tanzanie le fait, comme la Zambie l'a fait. Et la signature de cet accord cadre qui a intervenu la semaine en cours, à la salle internationale des affaires étrangères, a connu la supervision de son Excellence Monsieur le Premier ministre avec les membres du gouvernement qui ont apposé leur signature, le ministre de l'Industrie, le ministre des Finances, le ministère des Mines, et qui ont apposé leur signature sur ce protocole d'accord cadre pour donner, n'est-ce pas, les financements de la préfaisabilité, n'est-ce pas, de ces zones économiques spéciales axées essentiellement sur les batteries et véhicules électriques. Aujourd'hui, les accords signés par la RDC avec ses voisins sont des potentielles ressources directes pour notre pays, pour notre population. Absolument. Absolument. Et ce sont ce genre de coopération que nous sommes en train d'encourager. Parce que la République démocratique du Congo a 9 voisins. Et aujourd'hui, si nos voisins veulent vivre avec nous dans la paix, nous, Congo, nous devons nous ouvrir dans le cadre aussi de la libre marché d'échange africain. Nous devons nous ouvrir à d'autres pays, mais dans le respect des textes qui régissent nos relations bilatérales plutôt, pour faire bénéficier aux populations congolaises et aux autres populations qui ont le même potentiel, les intérêts de nos ressources. Et à ce moment-là, si c'est fait en toute transparence, c'est tout ce que la République démocratique du Congo demande. Nous n'avons pas de frontières, nous n'avons pas de barrières contre un pays voisin, contre un pays qui que ce soit. Mais tout ce que nous voulons, c'est que lorsque nous traitons avec le pays, que nous puissions traiter en toute souveraineté, d'égal à égal, et que nous ayons ce qu'on appelle les résultats gagnant-gagnant, des accords win-win qui font gagner et la République démocratique du Congo et sa coopération régionale dans laquelle il s'est planté. Vous parlez des accords de gain, de win-win, gagnant-gagnant, business to business, mais on ne sent pas les retombées au niveau de la population. Tous ces accords, c'est juste des accords fantaisistes ou ces accords doivent être bénéfiques pour la population congolaise? On a l'impression comme si ces accords sont juste pour montrer au public ou au monde entier, voilà la RDC a signé, voilà ce que la RDC a comme potentialité, voilà la diplomatie avec les autres voisins. Mais quelles sont les retombées positives de ces accords? Bon, aujourd'hui, il est difficile de cerner ces retombées positives. Parce que les Congolais ont été habitués dans les anciens temps à dire « Bouka lelo, lamba lelo ». Et donc là, c'est une très mauvaise politique. Il faut, quand on dit gouverner, c'est prévoir, ça veut dire il faut planifier. Il faut que dans la planification, que nous ayons des accords avec des clauses qui rassurent un avenir radieux. J'ai toujours donné des exemples. Peut-être aujourd'hui, ce qui se passe au ministère de l'Industrie, tous les accords que son Excellence Julien Paluku est en train de signer pour l'industrialisation de la République démocratique du Congo, il ne sera plus peut-être un jour ministre de l'Industrie, mais c'est la postérité, n'est-ce pas? C'est la progéniture qui va bénéficier de la bonne gouvernance à la tête de ce ministère par rapport aux retombées qui seront escomptées. Il faut voir la République dans 20 ans, dans 25 ans, dans 30 ans. Lorsqu'on doit juger la République dans 5 ans, dans 2 ans, dans 1 année, dans 6 mois, on est des précipitistes et permettez le terme qui n'est pas courant, mais on s'est dit, écoutez, je veux absolument avoir les résultats hic et nouk. Non, là, c'est biaisé la chose. La plus grande forme de croyance, c'est la planification. Lorsque vous avez planifié les choses et que les choses sont bien planifiées et
et que les choses sont très bien suivies dans votre planification, eh bien, le résultat viendra de soi. Et ces résultats-là, très rarement, sont négatifs parce que lorsque les choses sont bien préparées, le résultat est toujours positif. Lorsque les choses sont bien préparées, le résultat est positif, mais aujourd'hui, quel héritage que nous pouvons apporter aux Congolais, parce que vous êtes ressortissants du Congo, quel héritage politique, nous, vous en tant qu'acteur politique, quel est l'héritage que vous pouvez laisser à la jeunesse congolaise? Bon, je suis moi-même jeune, je n'ai pas encore l'âge de faire hériter mon héritage, mais je crois que là, je suis en train de former. Je suis en train de former des jeunes Congolais qui sont autour de moi, des jeunes Congolais qui sont autour de moi, des jeunes Kinois, du Congo central, de la Chopo, de la province orientale, de la province du Grand Katanga, de l'Équateur et de partout ailleurs, qui sont autour de moi. Ils voient comment est-ce que nous travaillons avec eux dans le parti. Et lorsque nous avons des séances de travail, je leur communique ce qu'on doit faire en tant que porteur de lumière pour que nous puissions, comme le dit notre hymne national, nous allons faire hériter à notre postérité un héritage positif. Nous devons laisser aux Congolais de demain des choses durables et assis ou fondées sur un fondement excusez-moi, qui résiste parce que en fait, comme on le dit, à chaque période coïncidera des circonstances qui vont advenir et qui pourront perturber la nature, qui pourront perturber l'économie et les finances et les infrastructures et ainsi de suite. Mais lorsque nous avons des réserves, lorsque nous avons des fondamentaux qui sont forts, je crois que même la postérité va hériter un héritage costaud et ils vont bien s'en servir. Le premier héritage que nous devons laisser, c'est l'éducation. C'est le civisme. Dire aux gens, dans nos états-majors politiques, que la res publica appartient à tout le monde. Vous ne pouvez pas déplacer même un seul rond de la République au profit de vous-même ou de votre famille ou de votre tribu. Il faut que les gens apprennent à travailler pour la communauté. Il faut que les gens apprennent à travailler dans la justice. Comme je l'ai toujours dit, la justice est l'information. Lorsque nous allons travailler de manière à ce que nous puissions avoir une justice juste, équitable, qui sera distributive, de manière équilibrée, vous allez voir que les Congolais vont vivre dans la paix et dans la joie d'être Congolais. Donc, ce que nous devons faire, le plus grand effort que nous devons faire, c'est dans le mental, comme Bakino Balobarana Tibia. Donc, il faut que Bongisa Mingi Tibia. Parce que lorsque quelqu'un trouve que c'est possible de violer la loi, parce qu'on ne me fera rien, j'ai de l'argent, et bien là, nous sommes en train de tuer le pays. Parce que ce qu'on aura fait de la jeunesse congolaise aujourd'hui, c'est ce que le pays sera demain. Je l'ai toujours dit. Il faut que tous les acteurs politiques qui ont des ambitions, non seulement de prendre les fonctions étatiques, mais ils doivent développer également des ambitions de former des gens qui vont le remplacer. Parce qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Nous devons nous rassurer aujourd'hui. Je suis très content, je suis très à l'aise lorsque je parle devant la caméra à Kinshasa, parce que j'ai été 12 ans député provincial, j'ai fait ce que je pouvais faire. Aujourd'hui, dans mon école, parce que moi aussi j'appartiens à une école, j'ai également formé dans mon école des gens qui sont décidés à avoir le pouvoir, des hommes et des femmes qui sont déterminés à avoir le pouvoir pour dire que nous devons faire comme Henri avait fait. Nous devons faire comme le président national Henri nous enseigne. C'est une joie, c'est plus qu'avoir des millions. Parce que quand vous avez des millions, des fois, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut en faire. Mais quand vous avez de la dignité, quand vous avez de la personnalité, quand vous avez des enseignements, je crois qu'on peut toujours continuer à vous applaudir. Je voulais faire une parenthèse et que je vais refermer rapidement. Dans ce pays, on a enterré des artistes et musiciens avec fracas. Ils ont même été décorés sur ordre national de léopard. Mais il y a des professeurs d'université qui nous ont enseigné, qui ont donné de leur temps pour pourrir derrière la craie. Aujourd'hui, quand ils meurent, ils se comptent de moins que rien. On n'en fait même pas allusion. Je pense ici à Kalongo Mbikaï, je pense ici au professeur Hassani, je pense ici au professeur Kisaka Kiangoy, je pense ici à tous ces éminents professeurs qui nous ont enseigné, qui aujourd'hui sont morts et la République les a oubliés. Et la faute revient à qui? Eh bien, c'est justement ce que je suis en train de parler, du civisme. Lorsque dans un pays, on doit considérer un comédien plus qu'un professeur d'université, plus qu'un docteur en médecine, eh bien je me dis, nous sommes dans un conglomérat d'aventuriers.
Il faut commencer par éduquer les gens pour dire, même le comédien qui nous fait rire là, il est important dans la société, je n'en disconviens pas. Mais il a été enseigné par quelqu'un. Il a été pris en charge par un enseignant, à l'école maternelle, à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université. Et lorsque cette corporation est négligée, il ne faut pas se prétendre un jour à avoir un État civilisé. Mais l'enseignant n'est pas une star, un comédien est une star. Les stars sont toujours décorées dans le monde entier par rapport aux enseignants. Ce qui s'est fait au Congo, c'est fait aussi ailleurs. Je ne sais pas s'il y a des grands professeurs qui sont décorés après leur mort à l'étranger ou dans d'autres cieux par rapport aux stars. Un musicien qui a fait danser des gens nus pratiquement sur le podium, on le décore, on lui donne l'ordre national par rapport à un professeur qui nous a enseigné la dignité. Le professeur Kalongo Mbikaï, quand il est entré dans l'auditoire, il nous disait, jeunes gens, vous pouvez terminer les années, je vous les concéderai, mais cherchez plus à terminer des études. Parce que vous devez être des génies, les juristes de la différence. Vous savez, tout ça, c'est ce qui a caractérisé notre éducation. C'est ce qui a été à la base de notre comportement, même dans la profession. Donc aujourd'hui, moi, je ne peux pas couronner les antivaleurs et laisser les valeurs républicaines, les valeurs éducationnelles, les valeurs civiques mourir dans le tiroir. J'étais un jour avec le professeur Bakandeja Grégoire, le doyen de ma faculté, quand j'ai terminé mes études. Je parlais avec lui, il a utilisé un mot que je ne peux pas utiliser à la télévision, mais je lui donne raison. D'autant plus que nous sommes tournés vers le sensationnisme au lieu de regarder ce qui est objectif pour la République. Aujourd'hui, Popol, vous savez que depuis 1980, dans ce pays, nous avons eu des enfants de la rue. Aujourd'hui, ces enfants de la rue sont devenus des grands-parents de la rue, des arrière-grands-parents de la rue. Mais la situation des enfants de la rue continue. On continue à avoir les enfants de la rue. Mais qu'est-ce qu'on dit au chef de l'État par rapport à la politique de la resocialisation de ces enfants de la rue? Sont-ils pas congolais autant que nous? Ça veut dire aujourd'hui, il y a des secteurs bien déterminés dans les ministères qui doivent répondre à ces questions. Donc, c'est pour vous dire que lorsque je parlais des permis de conduire que nous n'avons pas dans ce pays, c'est imaginable. Lorsque je vous dis que nous sommes en insécurité quand vous voyez un policier la nuit, c'est imaginable. Lorsque nous prenons un sucré sur la route Kimbuta, à Matongé ou ailleurs, mais on voit des enfants, lorsque nous démarrons pour aller dans nos maisons, ils restent là parce que c'est là où ils vont passer la nuit, ça doit nous interpeller. Ngobila aussi doit faire quelque chose. Je voulais parler de l'urbanisation de la ville de Kinshasa. Prochainement, je crois que je vais inviter sur ces plateaux certains de mes collègues, de mes amis, qui ont étudié à Kinshasa, que la République a donné, à qui la République a décerné des diplômes en tant qu'ingénieur, pour parler de la modernisation, de l'urbanisation de la ville de Kinshasa. On ne peut pas tout caricaturer par rapport à Ngobila. Ngobila, c'est un individu qui a un mandat. Mais nous devons avoir des édits qui soient fondés sur un fondement efficace pour que les gens qui vont venir demain puissent s'en servir pour mettre la population de Kinshasa à la sécurité. Aujourd'hui, Kinshasa, quand il pleut, vous ne pouvez pas circuler. Or, il y a cela 20 ans, après la pluie, c'était la belle époque à Kinshasa. On pouvait circuler avec ses paires de sandales, avec ses belles baskets. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Parce que même les véhicules n'en peuvent plus. Parce qu'ils sont submergés par des eaux. Ces eaux-là n'ont pas de canalisation. Il y a une mauvaise politique d'urbanisation de la ville de Kinshasa, ce qui est à la base de toutes ces inondations. Et pour ça, il faut donner toujours des cailloux à Ngobila, ou bien il faut jeter toujours des cailloux au chef de l'État. Mais nous pouvons réfléchir. On peut créer des états généraux sur l'urbanisation de la ville de Kinshasa. Nous avons laissé à notre époque le projet de dit sur les SOSAC. Pourquoi on n'utiliserait pas, pourquoi on ne penserait pas à déplacer la ville de Kinshasa? J'étais au Caire en Égypte. On est en train de construire, bientôt ça sera inauguré, la nouvelle ville du Caire. Mais il faut voir. Des fois, il faut avoir des projets ambitieux, il faut avoir des idées, il faut avoir plein d'initiatives pour être aux côtés des autorités. Je crois que le chef de l'État qui nous suit sera saisi pour que nous puissions tous sauver notre pays. Nous n'avons que la République démocratique du Congo. Nous n'avons que la ville de Kinshasa. Il fait beau vivre à Kinshasa, où nous avons un environnement sain, mais nous ne savons pas l'entretenir, nous ne savons pas prendre soin de notre environnement. Et écoutez, chasser le naturel, il revient au gars. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission Rendez-vous du soir, mais un tout dernier point, je me demanderai à la réalisation d'avoir même 2 minutes pour ce dernier point, c'est les élections. Si on doit en parler en quelques mots, pensez-vous qu'il y aura des élections en République démocratique du Congo avec cette situation à l'est du pays? Bon, écoutez, je ne suis pas dubitatif quant à ce. Ce que je sais, dans mon parti,
Congolais Télémangé, un parti qui adhère dans l'esprit de l'état de droit, respectueux des principes de justice et de paix, nous avons donné un mot lors de l'enrôlement des populations. Le 20 décembre, nous irons aux urnes pour que nous puissions voter des porteurs de lumière, pour que le Congo puisse quitter les ténèbres et qu'il puisse venir dans l'admirable lumière, pour que les Congolais puissent vivre cette lumière dans leur vie au quotidien. Nous savons que les élections n'apportent pas le développement, mais c'est le bon choix des animateurs politiques qui peut amener le développement, de l'espoir pour dire que avec M. Henri Itoka, avec M. Popol, nous allons arriver au point d'avoir une politique qui va bénéficier à la population parce que, à le voir lui-même, c'est un acteur du développement. Donc voilà. Avec une situation aussi calme dans l'est du pays, nous pouvons aller aux élections. Tant que la situation n'est pas calme, ce sera très difficile d'aller aux élections. Il y a un organe technique qui est chargé d'apprécier et de faire conseil au gouvernement. Moi, je suis en train de conseiller le gouvernement à ce qui concerne la matière de l'aviation civile. Et je demande à ce que notre ministre de Transport nous reçoive pour que nous puissions échanger sur l'organisation des états généraux de l'aviation civile, parce que tout le monde se plaint lorsqu'on descend à l'aéroport, c'est de la tracasserie, et là le ministre vient de mettre de l'ordre, il a donné des instructions, il n'y aura que 3 services qui vont travailler dans les aéroports. Notre travail, c'est de conseiller le gouvernement, de dire nous devons avoir des aéroports certifiés, et tous ceux qui sont sous la tutelle de l'autorité de l'aviation civile doivent comprendre que nous n'allons pas faire de l'aventurisme, nous n'allons pas faire de l'amateurisme, nous n'allons pas faire de plaisanterie, parce que le problème de l'aviation civile, ça va de la réputation internationale de la République démocratique du Congo pour que notre espace aérien soit respecté. Donc voilà, là, je peux, un conseil par chef de l'État. Là, nous reviendrons aussi. Je crois que notre souhait est que nous allions aux élections au 20 décembre 2023. Mais lorsqu'il y a des problèmes techniques, il appartiendrait à la CENI de le dire au gouvernement le plus tôt possible pour que le gouvernement puisse prendre des dispositions utiles. Nous reviendrons aussi avec vous, si peut-être prochainement, parler de l'aviation civile, parler de toute cette tracasserie au niveau de l'aéroport. Je pense que ce serait un grand sujet. Nous allons même l'annoncer parce que les Congolais qui voyagent de gauche à droite, vous qui voyagez tous les jours, peut-être que vous avez peut-être de l'escorte pour aller à l'aéroport. Quand vous êtes là, vous n'avez pas de problème, on vous gère facilement. Et ceux-là qui n'ont pas des gens pour leur gérer souffrent avec tout ce qui se passe à l'aéroport. Nous allons vous faire venir parce que vous êtes dans ces secteurs-là, bien nommés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Je crois qu'avec le nouveau ministre, avec sa détermination, c'est un monsieur pragmatique. Je crois que nous allons prendre des décisions, nous allons prendre des dispositions. Il nous écoute souvent et nous allons prendre des dispositions pour que voyager ne soit pas une difficulté parce que nous devons mettre en place des services de facilité. Merci beaucoup, Maître Henri Itoka. Nous l'appelons affectueusement honorable Henri Itoka. Il a toujours été présent quand nous avons besoin de l'actualité. Nous avons tourné sur le gouvernement Sama 2, l'industrialisation en République démocratique du Congo, les apports par rapport aux différents accords signés. Nous avons aussi tourné par rapport au Kwango, où il est ressortissant, comment j'étais attiré l'attention du chef de l'État par rapport à cette partie de la République démocratique du Congo, parce que c'est une partie très importante de notre pays. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à vous, honorable. Je vous remercie pour la sollicitation. Je pense que le prochain numéro va arriver plus vite pour que nous puissions parler cette fois-là de l'urbanisation de la ville de Kinshasa et a fortiori le désenclavement de milieux ruraux. Merci beaucoup. Merci à la grande équipe technique qui nous a tenu compagnie. Merci à vous qui nous avez suivis. Restez branchés sur Canal Studio Satellitaire à 19h30. Vous avez le journal télévisé.